vous nous demandez, on est contre la figure présidentielle. C'est notamment un désaccord important qu'on a sur ce que propose par exemple LFI. LFI, ils sont pour la chute de Macron. Ça, on le partage, mais pas avec la même solution au bout. C'est qu'eux, c'est pour avoir des nouvelles élections, que ça soit la démocratie qui reprenne, parce que pour eux, la démocratie, c'est le Parlement, c'est le vote. Chacun, il va dans son école maternelle, comme moi je dis, pour aller mettre un bulletin dans l'urne. Nous, on considère que la démocratie, elle est dans les assemblées générales, à Saint-Denis, à Montreuil, à Bagnolet, devant les piquets de grève, devant la gare du Nord, la gare de Lyon, etc., les dépôts de bus de Malakoff, Lagny. Nous, on pense qu'elle est là, la véritable démocratie. Elle n'est pas celle de la Ve République spécialement, même si ça reste une démocratie, mais pour nous c'est une démocratie bourgeoise, libérale, etc., qui au final, on le voit depuis des décennies, ne fait que servir l'intérêt des puissants. La sanction est sévère. François Bayrou ne s'attendait sans doute pas à un résultat aussi net en sa défaveur. Il n'a désormais plus qu'une seule chose à faire. Le ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Ces derniers jours, c'était dur. Je ne sais pas si vous avez vu la séquence sur France 5 où il pète un plomb quand le journaliste lui dit « Pourquoi vous êtes là ?» Et il commence à s'exciter en disant « Mais pourquoi je suis là ? C'est vous qui m'avez invité !» Tu sens qu'il était vraiment à bout de nerfs. Le mec, il a fait une chaîne YouTube. Tout l'été, il n'est pas parti en vacances. Il se fait insulter par tout le monde. Il fait que des gaffes. Il a 10 tactiques que des erreurs, et c'est une catastrophe. Il a essayé de faire un coup d'éclat avec les 2 jours fériés. Il a voulu montrer que lui, il était chaud, qu'il n'avait pas peur d'affronter la dette, etc. Il pensait que l'extrême droite allait avoir peur de censurer. Il pensait que ce serait possible de négocier avec le PS. Et en fait, il s'est juste pris le mur de la crise politique et de la crise sociale en France. Bon, là, on est dans une scène un peu de formalisme institutionnel, etc., de vote, machin. Mais bon, moi, je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire, c'est l'appel notamment qui a émergé sur les réseaux sociaux autour de la date du 10 après-demain. Et que c'est à partir de là, en vrai, que les choses, elles se sont accélérées et précipitées. Parce que d'un coup, on a vu l'engouement autour de la question du 10, la volonté de bloquer. Tous les indicateurs, ils se sont mis en rouge et puis après en rouge écarlate où tu as l'impression d'un sondage à l'autre. Tu avais toujours des points de sondage encore plus radicaux que le sondage d'avant, la détestation Premier des ministre députés, le plus impopulaire de la Ve institutions. République. Bayrou, il fait plonger avec lui Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire, c'est assez dingue, quoi. Des gens qui revendiquent, qui sont contre la suppression des 3000 postes de la fonction publique, contre les suppressions des jours fériés. Dans la santé, voilà, c'est assez dingue. Je crois de mémoire, c'est sur Odoxa, il y avait, je crois, 79%, quelque chose comme ça, entre 75 et 79%, qui considéraient que c'était aux riches de payer la crise, etc., la dette. Donc, je veux dire, plus tu creuses et plus tu vois à quel point la situation, elle est terrible. Et puis, ce 10-là, en fait, avant même qu'il existe concrètement, il a déjà réussi à faire tomber un gouvernement, un budget aussi, parce que peu importe le prochain budget tel qu'il va se présenter, je pense qu'on peut déjà acter d'office qu'il n'est pas prêt de revenir l'histoire des jours fériés, des jours de carence, etc., parce que c'était des lignes qui étaient vraiment explosives et que les gens ne voulaient pas. Donc moi, je pense que c'est... OK, on est dans le truc institutionnel. Et pour moi, si on en est là aujourd'hui le 8, c'est notamment Bayrou, il l'a formulé aussi d'une certaine manière. Il avait dit, c'est parce que, notamment, il a peur que le pays plonge dans une situation de lutte de classe. En réalité, il espérait qu'à travers cette journée-là, ça participe aussi à apaiser la rue, à rendre obsolète la question du 10, de croire que le 10 c'est que Bayrou. Et moi je pense qu'il y a nécessité justement de voir structurellement ce qui est en train de se passer. Et juste un petit mot, mais bon, on était en train de rigoler sur le truc de Bayrou et toutes les gaffes qu'il a fait. On n'a même pas parlé de Bétaram parce que peut-être pour moi ça c'est la quintessence, mais en réalité ça serait faux de penser pour nous que c'est le personnage qui fait que aujourd'hui le gouvernement il tombe.
ou que c'est la censure des partis. Moi, je pense que, et c'est là l'objet aussi de la discussion, c'est qu'on est dans une crise de régime hyper profonde et hyper importante, une crise de la Ve République, et que on est, on va dire, qu'au stade du démarrage de cette crise actuellement, quoi. Ouais, non, mais moi, pour rebondir, moi, je pense que c'est au-delà du 10 en réalité, mais je pense qu'on y reviendra après. Je pense que le 10, il exprime une fraction de la colère qui existe dans le pays. Et on va dire, d'une certaine manière, c'est de bon augure parce qu'il y a encore beaucoup de marge. Mais le truc qui était assez impressionnant après le discours du 15 juillet, c'est l'énorme colère qui s'est exprimée sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, des 10 000 commentaires sur des publications du Parisien, du Figaro, avec des commentaires très, très, très énervés contre la classe politique. Moi, je me rappelle, je prenais des cours de conduite à ce moment-là, et dans l'auto-école, tout le monde parlait du chiffre de 211 milliards d'aides publiques qui était sorti d'une commission sénatoriale une semaine avant. Et je pense qu'il y a eu un effet où la conjonction on t'annonce qu'en 2013, il y a eu 211 milliards d'aides publiques aux entreprises qui ont été versées. Et ensuite, on t'explique qu'il faut supprimer des jours fériés pour faire des économies de bout de chandelle, qu'il faut attaquer le transport des malades, qu'il faut attaquer la santé, qu'il faut supprimer des milliers de postes dans la fonction publique. Et je pense que les gens, en vrai, il y a déjà un sentiment anti-riche dans le pays, un sentiment, un truc égalitaire, etc., qui existe. Mais en fait, ça a réveillé énormément ça. Le 10 septembre, c'est un morceau de ça. Et pour l'instant, toute cette colère, elle ne s'exprime pas encore à ce niveau-là, mais elle montre que c'est potentiel. Et je pense que l'importance et ce qui se passe, ce n'est pas conjoncturel. Tu disais, ce n'est pas Bayrou, mais c'est aussi pas juste la crise d'un gouvernement. En vrai, c'est une forme d'impasse du capitalisme français. Il y a des camarades qui posaient la question dans le chat, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle dissolution, etc. On reviendra dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y ait une dissolution ou pas, la situation, elle est extrêmement compliquée. Parce que là, l'austérité, et je m'arrête sur ça, mais ce n'est pas un délire de Bayrou. Évidemment, il y a une propagande de fou sur la dette, etc. Mais l'État français, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train d'essayer de solder une partie de la dette, une partie du déficit, pour pouvoir regagner des marges de manœuvre pour financer la militarisation et pour pouvoir continuer à financer les cadeaux aux entreprises, ce qui est d'une certaine manière une nécessité, un gage de survie dans la situation internationale. Et or, il y a une majorité de la population qui est opposée à un des enjeux phares pour pouvoir faire ça, c'est-à-dire à faire des sacrifices. Et ça, c'est très, très inquiétant parce que vous voyez que la situation elle est en train de s'aiguiser de fou. L'Allemagne est en train de se réarmer, de vouloir rejouer un rôle politique en Europe. Les États-Unis ont lancé la guerre commerciale, les rivalités se durcissent. Et tout ça, ça ouvre une situation qui est quasiment insoluble en réalité, sans passer par des grands affrontements de classe, parce que c'est ça que ça pose en réalité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si la majorité de la population elle est opposée à faire des sacrifices, il faut l'écraser, il faut passer en force. Et en même temps, avant qu'il y ait ce passage en force, il y aura probablement de la lutte de classe, des mobilisations, etc. Et je pense qu'on dit beaucoup le 10, et il y a des gens qui disent « ouais, vous exagérez sur le 10, c'est petit, c'est limité, etc. » Et ils n'ont pas totalement tort, mais il faut voir que le 10, c'est la pointe émergée d'un iceberg, et que ce qu'ils ont peur, c'est du 10, du 11, du 12, du 18, on en parlera après, et de ce qui vient après s'il y a une dynamique qui commence à s'enclencher et qui est capable d'entraîner, on va dire, des secteurs conséquents, des classes populaires, de la classe ouvrière, etc. quoi. Et donc, oui, effectivement, je pense que c'est quand même une victoire du mouvement, mais une victoire qui indique la possibilité de victoire encore plus grande que la chute de Bayrou, et même que la démission de Macron, parce qu'effectivement, c'est un mot d'ordre important, mais qui ne résout pas à lui-même le problème. Non, mais c'est clair que de toute façon, on voit bien qu'il n'y a pas de bonne solution pour Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'il faut, au-delà de la question du 10, etc., et on verra bien. De toute façon, peut-être discutons des solutions, justement. Comment ? Les solutions, justement, on peut en discuter. C'est-à-dire par rapport les mauvaises solutions qui les mauvaises arrivent. Solutions, oui. La vérité, c'est que le plus probable de ce qui est en train de se décanter des dernières heures, ce serait apparemment Sébastien Lecornu, qui est ministre des Affaires étrangères et qui est un peu
monsieur géopolitique et surtout monsieur qui essaye Monsieur Outremer, avant. de placer ses billes autour et surtout placer les billes du patronat français dans les minerais ukrainiens, etc., et qui s'en cachent même pas, qui explique pourquoi il considère qu'il faut défendre aussi l'Ukraine, c'est aussi pour essayer d'en profiter. La réalité, c'est que bon, la question, elle est même pas celle du nom. Alors oui, après, les profils, ils jouent aussi dans leur manière de faire, etc. Mais bon, Sébastien Lecornu, ça reste un macroniste, ça reste le bloc du centre, celui qui a vu déjà tomber Barnier, maintenant Bayrou. Et que la vérité, c'est que Sébastien Lecornu, c'est surtout le budget qu'il va ramener. Et il va ramener quoi comme budget ? Il va ramener un budget d'austérité. Après, peut-être ça ne sera pas les jours fériés, ça sera autre chose. Peut-être ça sera le SMIC qui va toucher. Peut-être ça sera les 35 heures ou je ne sais quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune solution parce qu'en fait, la seule réalité, c'est que, comme l'a dit Paul, cette dette, elle est le fait que en France, la seule classe qui est attaquée pour essayer de récupérer de l'argent, c'est la classe ouvrière. Ce sont les classes populaires qui sont systématiquement attaquées année après année et que la bourgeoisie, en réalité, elle continue à maintenir ses taux de profit, etc. Elle est totalement couverte et protégée et qu'en fait, le macronisme, par essence, n'a pas envie et la bourgeoisie politique n'a pas envie en fait de s'attaquer au patronat. Donc c'est pour ça qu'en réalité, la France, elle se retrouve à s'endetter parce que la vérité, c'est que leur modèle, ce serait le modèle type allemand, c'est le modèle suédois, etc. C'est des pays dans lesquels, en fait, le néolibéralisme, il a frappé fort et il a participé à domestiquer pour l'heure, même si on voit qu'il y a des sursauts importants qui ont existé, que ce soit en Angleterre, là, il y a presque 2 ans maintenant, où il y avait des mobilisations de ouf, en Allemagne, les agriculteurs, etc. etc. Donc, on voit que c'est ce qui est en train de se passer, qu'eux, ils aimeraient que ça existe aussi en France. Sauf que la France, c'est un épicentre de la lutte de classe. Et qu'en fait, à chaque fois que tu essaies d'attaquer la classe ouvrière, eh ben, il y a un répondant qui se fait et qui commence à mettre en déroute les plans de la bourgeoisie. Donc, il y a Lecornu, qui est apparemment ce que privilégierait Macron. On verra, parce que moi, je pense qu'ils attendent aussi de voir la gueule du 10. Et c'est là où c'est primordial en fait pour moi de se mobiliser le 10. On le martèlera durant toute cette soirée-là, mais je pense que c'est important de voir que Bayrou voulait faire ça le 8 pour éviter le 10. Moi, je pense qu'il faut absolument imposer le 10 parce que derrière, c'est pas une histoire de personne, c'est le macronisme de manière générale. C'est ce système-là qu'il faut faire tomber. Ça va passer par une lutte âpre. Je pense qu'on est tous d'accord et peut-être dans le chat aussi, mais on sait pertinemment que s'il fallait juste une petite journée de 24 heures, même avec de la radicalité, avec des actions coup de poing pour en finir avec ce système, ça se serait. Donc je pense qu'on entre dans une bataille longue, que le gouvernement qui vient de tomber, peut-être une grande partie va être reformée par Lecornu, peut-être même un Retailleau, à savoir. Donc il y a pas mal de choses qui sont encore dans l'inconnu. Mais du coup, la clé, on va dire, d'une certaine manière, c'est d'obtenir que le RN et que le PS, mais idéalement, c'est surtout autour du PS que ça se noue, ne censurent pas le prochain gouvernement en essayant de trouver un accord avec lui, qu'on appelle un accord de non-censure. Et c'est dans ce cadre-là qu'on entend beaucoup reparler du PS. Anas disait, il n'y a pas de solution. Il y a peut-être une résolution immédiate autour du PS, et je voulais juste mettre un petit extrait. Il y en a 2 en fait, parce qu'il y a aussi Europe Écologie Les Verts qui sont de retour et qui espèrent cette fois pouvoir arracher une concession et du coup, notamment en s'appuyant sur l'idée qu'une dissolution amènerait l'extrême droite, ils espèrent pouvoir imposer que le PS, après avoir censuré Bayrou, dise « Bon, cette fois, je ne veux pas ajouter du chaos. Si vous me donnez... un petit quelque chose, une taxation des riches, on va voir ce qu'on peut faire. » Mais du coup, je vous mets ce que racontait Olivier Faure par rapport à ça. Demande le soutien de personne. Ce que je souhaite, c'est qu'on tienne compte des équilibres qui sont ceux qui ont été choisis par les Français il y a 1 an. C'est sûr. Et qu'ensuite, texte par texte, nous vérifions ce qu'il est possible de faire. Donc, en gros, je veux un gouvernement de gauche qui est un gouvernement de cohabitation, qui ensuite se
passe devant le Parlement et c'est le Parlement qui Vous dispose. cohabitez avec qui? Avec le président de la République. Mais avec qui d'autre? Mais Parce que avec vous les savez que la écologistes. gauche seule ne Avec peut pas. Mais bien sûr que ce sera un gouvernement minoritaire. Mais aujourd'hui, quel est le gouvernement qui ne le serait pas? J'entends. Bon. Mais à l'Assemblée nationale, vous comptez sur qui? Les macronistes, par exemple, qui pourraient Mais je revenir vers compte vous sur tout le monde. Je compte sur toutes celles et ceux qui, à un moment, seront sous la pression de l'opinion pour faire avancer les sujets. Parce que la question n'est pas d'avoir un huis clos parlementaire. Il faut aussi peut-être qu'à un moment, on s'interroge sur comment est-ce qu'on rentre à nouveau en dialogue avec la société française, les syndicats, le patronat, les associations, à les l'Assemblée. collectivités locales, Imaginons, les vous Français êtes eux-mêmes. Premier ministre demain, à l'Assemblée, vous tendez la main à qui? Vous avez compris l'idée, c'est le grand scénario qui agite le cerveau d'Olivier Faure et de Marine Tondelier ces derniers jours. Un espèce de gouvernement de gauche, NFP de gauche molle, on va dire, qui est revenu en force, notamment en s'appuyant sur le fait que, comme on le disait au début, Bayrou, il est tombé parce que les gens sont énervés contre les riches. Et du coup, le PS dit, en gros, si on fait une mesure de taxation des riches, peut-être ce sera possible de passer un budget. Déjà qu'il y a un truc cynique, parce que d'une certaine manière, ils surfent sur une colère ouvrière et populaire qui est évidemment dirigée contre eux aussi et contre toute leur longue histoire d'offensive anti-ouvrière. Mais surtout qui est un bullshit quand même fabuleux, parce que évidemment, personne, je pense, ne pense qu'il va y avoir un gouvernement de gauche dans ce pays. Mais d'une certaine manière, ils ont décidé de faire monter les enchères, comme ça, en faisant semblant qu'ils sont prêts à gouverner, et puis à la fin, ils pourront dire, bon, finalement, on ne peut pas y aller parce qu'on acte qu'on n'a pas la capacité. Mais on est prêt à soutenir un gouvernement qui essaye de faire des efforts. J'ai l'impression que c'est le scénario le plus probable. Il y en a un autre où c'est Macron carrément nomme la gauche juste pour qu'elle se fasse censurer pour pouvoir dire ça c'est fait. Mais le problème, c'est qu'il y a des secteurs du macronisme et de la droite qui sont très, très, très vent debout sur toute hypothèse qui irait un peu trop à gauche, même de façon artificielle. Et donc, dans ce cadre-là, ça me paraît un petit peu du bullshit, mais c'est ça qui agite beaucoup les colonnes des éditorialistes ces derniers jours. Donc, je pense que c'est important de le mentionner. Ouais, non, mais après, c'est clair qu'ils essayent de jouer un peu les médecins de gauche du régime français. Les médecins de gauche aussi du macronisme, d'une certaine manière. Moi, comme je dis, c'est les idiots utiles du macronisme. Ils servent à ça. Et que c'est important de tirer aussi quelques premiers bilans, parce qu'en fait, il n'y a pas eu besoin de 10 ans avant que le PS il trahisse. C'est-à-dire dès que ils sont 66, les amis. Ils sont pas 700. Ils sont 66 à 66. Je veux dire, c'est incroyable le niveau de capitulation qu'on est en train de voir. Je veux dire, Fort dans cette émission aussi, il explique qu'il est pour envoyer des soldats français en Ukraine. Il dit texto, Vladimir Poutine, il connaît que le rapport de force. Donc vous voyez bien, on a des gars qui sont candidats, ils sont 66 députés et ils sont déjà chauds pour partir en guerre contre Vladimir Poutine. Ils sont chauds à quand même faire un peu d'austérité. Et le pire, c'est qu'on voit qu'il y a une forme aussi de radicalité du bloc bourgeois, c'est-à-dire que même les patrons, alors qu'il y a quand même de l'austérité dans le plan de Bayrou, même si ce n'est pas les 44 milliards, ça reste quand même un peu plus de la moitié, même ça, ils ne veulent pas en entendre parler. Par exemple, la taxe Zuckman, qui est vraiment les miettes des miettes de pain, je veux dire, c'est de la merde. On se fout de la gueule des gens. Moi, je suis toujours impacté par qui sont ces économistes qui ont des réformes indolores à proposer au patronat. Même ces réformes indolores, en fait, le patronat, il en a rien à taper. Parce qu'en fait, le MEDEF, à la base, lui, le plan des 2 jours fériés et machin, ça lui allait bien. Le problème, c'est que le MEDEF, ils sont toujours malins. Tant que ça passe... parfois la politique, ça se résume à ça passe ou ça casse. Des fois, il n'y a même pas besoin de faire beaucoup d'analyses, mais la vérité, c'est que le MEDEF, au début, était hyper heureux du budget de Bayrou. On saluait la pugnacité du mec, la détermination, que le gars il est droit dans ses bottes, etc. Et puis dès qu'il voit que ça commence à poser des préavis de grève, ça commence à bloquer, etc., il commence à dire « Ah, mais la méthode, là, ça va pas, faut discuter, faut dialoguer, etc. » Donc, on voit que le Parti socialiste, en réalité, il essaye de s'enfoncer dans cette brèche-là en se disant, bon, certes, on est 66, mais on a un rôle à jouer. Après, pour moi, la vérité, c'est que le Parti socialiste, s'il est là dans la période,
c'est parce que ça l'emmerde aussi profondément. Je veux dire, il y a deux partis que ça emmerde profondément, c'est le Rassemblement national et le Parti socialiste. Ils n'ont pas voulu censurer Bayrou la première fois, et là, s'ils se retrouvent à censurer, c'est parce que déjà le RN, il y a une grande partie de sa base sociale qui est mobilisée, qui va être mobilisée le 10, qui est dans les assemblées générales, etc., etc. Et le Parti socialiste, il surfe toujours sur l'étiquette de gauche. Et il sait très bien qu'il y a les municipales et qu'il ne faut pas trop non plus faire n'importe quoi et aller jusqu'à boycotter ce mouvement-là. Donc moi, je pense qu'il faut absolument tirer le bilan qu'il y a aussi, si le Parti socialiste il est là, comme nous on l'avait dit dès l'émergence du nouveau Front populaire, notamment dans les émissions qu'on avait fait sur Twitch, on disait qu'en fait le rôle du PS, notamment de Hollande, etc., dans le nouveau Front populaire, ça va être de revenir à un moment donné, de voir quels sont les moments de crise dans lesquels le Parti socialiste va pouvoir déborder sur la droite et essayer de commencer à revenir à leurs fondamentaux. Je veux dire, les amis, Olivier Faure, il a juste longé les murs. Parce que quand tu es faible, tu fermes ta gueule. Et il a compris que oui, quand tu n'as pas beaucoup de force, quand pour l'heure tu as le parapluie de la France insoumise, eh ben, il faut surfer. Et on a vu dès la crise en Palestine, etc., avec le génocide à Gaza, dès que la France insoumise a commencé à prendre les premiers coups de boutoir autour de l'antisémitisme, etc., etc., on a vu qui est sorti du bois en disant qu'il y avait une ambiguïté avec l'antisémitisme, etc., venir défendre Rutel Krief, c'était le parti socialiste. Et derrière, malgré tout, les amis, ça, je vous raconte pas des choses après le NFP. Ça, c'était entre la NUPES et le nouveau Front populaire. Et malgré ça, au nouveau Front populaire, des gens qui ont défendu le droit d'Israël à se défendre, on les a remis sur le terrain. On a fait énormément de concessions sur le programme. Par exemple, la loi El Khomri, qui était dans le programme de la NUPES, a disparu du programme du nouveau Front populaire. Ouais. Et puis, on est là, comme ça. Et puis, je passe. Il y aura pas de... Moi, nous, on n'est pas insoumis. On a beaucoup de désaccords avec la France insoumise. On les dit, les choses sont claires. Mais je veux dire, si on voit d'un point de vue insoumis et les personnes qui ont voté, je veux dire, les insoumis sont allés jusqu'à dire on mettra pas de ministre, ok, machin, Lucie Castet, etc., etc. Au final, regardez que tout ça, la seule réalité, ça a été de redonner vie au Parti socialiste. Ouais. Non, mais ça, c'était une discussion qu'on avait beaucoup à l'époque. Je me rappelle quand on discutait avec Frédéric Lordon sur un petit peu la question du NFP, etc., dans un article qu'on avait fait. Et c'est vrai qu'il y avait cette idée de dire, en vrai, le centre-gauche, si vous le revivifiez, si vous lui permettez de revenir en force, demain, il servira à stabiliser le régime. Et quand on dit stabiliser le régime, je pense que c'est bien de parler de Faure qui veut envoyer des soldats en Ukraine et du soutien au génocide, plus ou moins tacite en fonction des moments, parce que c'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de stabiliser... C'est pas qu'il se passe rien, c'est qu'on permet de continuer des politiques impérialistes, des offensives anti-ouvrières, voilà, c'est de ça qu'on parle. Je veux dire, et effectivement, on est en plein dedans. Le plus probable, ça va pas être facile en vrai, parce que c'est compliqué même pour le PS. Pour le patronat, il va falloir faire des concessions. Il faut que le PS en ait suffisamment pour accepter de se mouiller, on va dire, dans le soutien au gouvernement. Je pense qu'ils vont jouer à fond la carte de l'extrême droite. C'est-à-dire que le discours qui commence déjà à émerger dans les médias, il est très simple. C'est de dire, si tu es pour une dissolution, c'est-à-dire si tu es pour la chute du prochain gouvernement, en gros, tu es pour un gouvernement du RN parce que c'est le RN qui va gagner les prochaines élections. Ce qui n'est pas forcément faux d'ailleurs, parce que quand tu disais le RN n'a pas intérêt, moi je pense que le RN peut s'en sortir avec une dissolution et beaucoup se renforcer. Après, effectivement, c'est sûr qu'ils n'auraient pas forcément censuré si jamais il n'y avait pas une pression de leur base, parce qu'eux, ils ont quand même intérêt de montrer aux MEDEF qu'ils sont pour la stabilité. Ils se sont fait un peu taper sur les doigts par le MEDEF, notamment sur les questions de stabilité. Mais d'une certaine manière, ils savent que le durcissement du régime, il joue en leur faveur. Et donc, je pense qu'ils ne sont pas si perdants de la situation, et qu'il y a un paradoxe, c'est que d'un côté, on va avoir le RN qui va jouer à fond le truc d'être l'alternative, la stabilité, etc. Et qu'en même temps, le PS, les macronistes, vont se servir de ce danger-là, qui est réel, pour dire
Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas bordéliser, il ne faut pas manifester. Et donc, oui, il y a pas mal de gens dans le chat. Là, je voyais des gens qui disaient, mais comment on fait? Est-ce qu'il faut vraiment revendiquer la démission de Macron? Qu'est-ce qui se passe après? Drogba 31 000, on fait la chute, mais derrière, j'ai peur que le RN soit au pouvoir. Qui sont des discussions qu'il faut avoir sérieusement, etc., qui se comprennent. Mais le problème, c'est que si, à chaque fois qu'il y a le régime qui est ébranlé, on rejoue les NFP dans la nouvelle variante à la mode, la NUPS, le NFP, demain je ne sais pas ce que ce sera, ni avec qui, et demain ce sera des gouvernements de coalition, etc. On est condamné d'une certaine manière à apporter en dernière instance son soutien à des politiques qui font prospérer le Rassemblement national et pas sortir de cette logique. Et juste par rapport à ça, je voulais mettre 2 extraits qui me semblent importants, parce que peut-être c'est une nouveauté dont on n'a pas tant parlé que ça, mais c'est que, à la différence d'avant, et même si c'est quelque chose qu'on voit depuis des années, c'est pas que c'est totalement nouveau, mais il y a des secteurs des classes dominantes qui commencent à dire ouvertement il faut un gouvernement du Rassemblement national, il faut une dissolution et il faut que le RN vienne au pouvoir parce que ça va permettre de donner un peu de stabilité, c'est le premier parti à l'Assemblée, c'est les plus légitimes, etc. Et ça, j'ai l'impression que c'est une nouveauté pour finir un peu sur ce tableau de la crise politique. Que le Rassemblement national n'est pas dans l'arc républicain, c'est une stupidité. Je vais peut-être mettre en grand. Car un parti qui présente des candidats aux élections, qui respecte le résultat des élections, et qui a le premier groupe à l'Assemblée nationale, ne me dit pas qu'il n'est pas républicain. C'est même la caractéristique de la République, c'est de présenter des candidats. Et on ne peut pas leur dire, vous avez le droit de présenter des candidats, mais vous n'avez pas le droit de gagner des élections. C'est curieux comme raisonnement. Eux, ils veulent le pouvoir. Je pense qu'ils l'auront. L'extrême gauche ne veut pas le pouvoir. Ils veulent le désordre et la révolution. C'est pas la même chose. Bon, tout est dit un peu dans cet extrait, pour dire c'est juste après une interview qu'il a fait au Figaro où il dit clairement il faut une dissolution et si le RN est majoritaire, il faut qu'il puisse gouverner et il répète ça en gros dans l'interview pour bien dire que oui, pour lui il faut un gouvernement du RN d'une certaine manière, quoi. Oui, après, il la joue un peu administrative, limite, c'est quoi, République, c'est le vote, etc. Comme C'est se présenter aux élections. C'est se présenter aux élections. Bon, Anas Kazib. Moi, je sais pas si je suis républicain, je me suis présenté avec Elsa Marcel. En tout cas, je pense pas que Sarkozy pense que tu es républicain. Donc, bon, après, la République en soi, c'est un régime parlementaire. Bon, faut voir qu'est-ce qu'on met derrière républicain. Moi, je pense que, en tout cas, de leur famille politique, ils ont toujours considéré que le RN, il était à l'extérieur, etc. Combien ont repris les phrases de Chirac. On se rappelle aussi notamment des élections de 2002, etc. entre le deuxième tour entre Le Pen et Chirac. Donc bon, il y a quand même... le Rubicon a été franchi et que voilà quoi, ce qui est en train de se passer, ça montre que la bourgeoisie, elle est en train de voir qu'il y a un tel niveau de crise qu'elle dépasse aussi les choses. Et je pense que même quand on parle parfois de possibilité du fascisme, la possibilité du fascisme, elle est combinée aussi à des moments de crise aiguë. C'est-à-dire qu'en fait, le fascisme, c'est Trotsky disait, c'est la transformation de l'appareil d'État, en fait. C'est lorsque l'appareil d'État, en gros, pour dire de manière la plus simple possible, c'est quand la démocratie parlementaire, quand le système avec lequel tu as l'habitude de gérer les choses, ça ne marche plus et que tu te dis, il y a tellement de lutte de classe, de grève, de machin, que maintenant tu commences à avoir des bandes fascistes et que tu les soutiens, etc., etc. Donc, on n'est pas on n'est pas dans une possibilité du fascisme là réellement, même si il y a rien qui est exclu, mais on voit bien au moins dans l'attitude de la bourgeoisie, c'est-à-dire que toute la grande morale qu'il faisait autour des libertés, du droit, etc., de la justice et autres, et ils sont prêts en fait à mettre en partie, on l'a vu, le macronisme, ça a été aussi ça, enfin vous prenez Emmanuel Macron de 2017 et le Macron aujourd'hui, on voit à quel point ça n'a plus rien à voir, je veux dire, le gars, il parlait de la guerre d'Algérie, il disait les Algériens, est-ce qu'il y en a, les Ivoiriens, il y en a, maintenant il met des ministres qui justement, ils font des crises diplomatiques avec l'Algérie, et lui, il n'intervient pas, il dit rien du tout, il accepte même de le reconduire. Vous voyez ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire ils choisissent un moment leur intérêt, et leur intérêt, c'est un intérêt bourgeois.
Et donc, ils sont en train de voir qui est capable aujourd'hui de garantir le plus leurs intérêts. Et je pense qu'ils sont en train, une partie en tout cas de l'aile bourgeoise, est en train de voir que peut-être que c'est le Rassemblement national qui est le plus à même de garantir leurs intérêts pour 2 raisons. La première, c'est qu'en cas de dissolution, le bloc du centre fondrait comme neige au soleil, ce qui ferait que le Rassemblement national, sans avoir non plus les plus de 300 sièges, etc., aurait quand même une majorité un groupe parlementaire assez confortable. Et la deuxième, c'est qu'ils espèrent aussi l'autoritarisme combiné au racisme du Rassemblement national. Parce que, les amis, il faut se dire une chose, si le Rassemblement national demain arrive au pouvoir, ils vont être dans l'obligation, si on se met de leur position, ils vont être dans l'obligation de faire des grosses démonstrations et ça va être d'essayer de discipliner les gauchistes, les migrants, etc., de voir comment frapper hyper fort sur tout ça pour essayer d'avoir d'une certaine manière un peu, une sorte de guerre éclair où tu essaies de paralyser les gens tout de suite en fait et que les gens soient paniqués, pris d'effroi, etc. Donc c'est pour ça que je pense que on vous dit ça. Après, c'est pas de l'analyse de la boule de cristal, c'est des possibilités, c'est des choses qui sont réfléchies. Il y a Sarkozy, on peut mettre après Thierry Berton qui était à la Commission des finances de l'Union européenne. C'est quelque chose qui est réfléchi par une partie de la bourgeoisie qui peut exister. Je ne sais pas si Macron, ça va être le choix qu'il va faire, mais c'est pour ça qu'il faut avoir ces scénarios aussi en tête, parce que derrière, c'est à travers cette analyse-là et les dangers, les potentiels dangers qu'on réfléchit aussi. Pourquoi la question du 10 ? Mais les dates qui viennent aussi derrière, le 18 septembre, le rôle de la bureaucratie syndicale, dans tout ça, à quel point il y a quelque chose de central là-dessus et qu'il va falloir commencer à discuter de quelles sont les solutions par en bas pour faire face à ces plans-là. Parce qu'ils sont en train de réfléchir quotidiennement à la télé, les amis, Sarkozy dans une conférence, tous, ils sont en train de réfléchir quels sont leurs plans. Et moi, je trouve que il faut qu'on on commence à voir ce qu'on discute en bas, quoi. Ouais, moi, je voulais rebondir par rapport à ça sur un truc qui me paraît important parce que un des défis du RN et une des différences importantes entre le RN et la politique raciste que peut mener Macron, Retailleau, etc., c'est que le RN, c'est un parti qui aujourd'hui a une base populaire, qui a un secteur de sa base qui sont des ouvriers, des employés. Et c'est ça, d'une certaine manière, que le régime il vise quand il appelle le RN au pouvoir. C'est à la fois quelqu'un qui va décupler, on va dire, les politiques racistes et l'autoritarisme, mais c'est aussi quelqu'un qui peut réintégrer des secteurs des classes populaires un petit peu dans le giron du régime. Parce qu'aujourd'hui, c'est les mêmes qui sont pour la censure de Bayrou et pour dégager tous les ministres, etc., ces secteurs-là des classes populaires. Et je trouve que c'est intéressant par rapport à la question du 10 septembre, et on va y arriver assez vite pour discuter, parce que je vois dans le chat qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de discuter de ça, du 10 septembre, des mots d'ordre. J'ai vu le 18. Ouais, c'est ça, de la suite. Mais j'ai l'impression que le truc qu'il faut dire, c'est que dans des moments comme le 10 septembre, le 18, comme la bataille des retraites, on est capable de commencer à entraîner des secteurs qui peut-être, on va dire, dans le secret de l'isoloir ou dans les moments où les gens sont isolés, etc., et parce qu'ils ont des convictions racistes, etc. C'est pas pour dire que c'est des victimes ou des gens qui savent pas ce qu'ils font, mais en tout cas qui, dans la situation sociale qui est actuelle, se penchent vers l'extrême droite. Et que les moments de lutte de classe, c'est aussi des moments où tu démontres qu'il y a une possibilité de lutter autrement pour ces revendications. De ce point de vue-là, la défaite des retraites, je pense que ça a été une opportunité manquée de dingue de saper l'influence de l'extrême droite dans une partie des secteurs de la classe ouvrière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, moi, je pense pas que les gens qui votent RN, ils sont dans les AG aujourd'hui. Les AG du 10 septembre, elles sont très à gauche, elles sont très mobilisées, etc. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les gens qui votent RN, ils vont avoir un œil sur ce qui va se passer. Et peut-être dans un premier temps, ils vont être du côté de ceux qui pensent que c'est des gauchistes, la chienlit, etc., et qu'il faut voter Marine.
Mais si le mouvement il commence à faire reculer le gouvernement, à arracher des choses, etc., le rapport à la mobilisation, à la lutte, il peut très très vite basculer. Ça, on l'a vu pendant le mouvement des Gilets jaunes. Et je pense que ça fait partie aussi des défis du mouvement actuel. C'est-à-dire, il n'y a pas d'un côté la situation politique où il se joue des tractations et le RN va arriver au pouvoir et c'est inéluctable et c'est fini, etc. Et de l'autre, la lutte sociale où, d'une certaine manière, ce serait encore autre chose qui se joue, c'est Bayrou, c'est Macron, etc. Mais ce qui se passe dans les processus sociaux, ça impacte très en profondeur le champ politique, ça peut créer des bascules. Et c'est sur ça qu'il faut parier, à mon avis. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire, si on fait tomber Macron, derrière, c'est le RN. Parce que s'il y a une mobilisation de masse qui fait tomber Macron, il y a probablement des secteurs de masse qui font une expérience que peut-être qu'il faut compter sur la lutte plutôt que sur les urnes. Et peut-être qu'il faut compter sur les syndicats, les grévistes, même quand ils s'appellent Anas Kazib ou je ne sais quoi, plutôt que sur Marine Le Pen. Enfin, moi, je pense que c'est ça un peu le pari aussi de la mobilisation. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de le réfléchir de cette manière. Et que step by step, quoi. À chaque chose, sa réflexion. Nous, vous nous demandez, on est contre la figure présidentielle. Donc nous, ça serait simple. Nous, c'est notamment un désaccord important qu'on a sur ce que propose par exemple LFI. LFI, ils sont pour la chute de Macron. Ça, on le partage, mais pas avec la même solution au bout. C'est qu'eux, c'est pour avoir des nouvelles élections, que ça soit la démocratie qui reprenne, parce que pour eux, la démocratie, c'est le Parlement, c'est le vote. Chacun, il va dans son école maternelle, comme moi je dis, pour aller mettre un bulletin dans l'urne. Nous, on considère que la démocratie, elle est dans les assemblées générales, à Saint-Denis, à Montreuil, à Bagnolet, devant les piquets de grève, devant la gare du Nord, la gare de Lyon, etc., les dépôts de bus de Malakoff, Lagny. Nous, on pense que elle est là, la véritable démocratie. Elle n'est pas celle de la 5e République spécialement, même si ça reste une démocratie, mais pour nous c'est une démocratie bourgeoise, libérale, etc., qui au final, on le voit depuis des décennies, ne fait que servir l'intérêt des puissants. Mais si nous on nous demande de la chute de Macron, on considère qu'il faut lutter pour en finir avec la figure présidentielle. Alors nous, on est communistes, on est même pour un État ouvrier, je veux dire, on est pour aller au-delà de ça. Mais aussi, il faut aller de manière transitoire aussi, petit à petit, dans la chaleur de la lutte de classe. Les choses, elles avancent, elles s'imposent. Moi, je vois par exemple, entre les premières journées de juillet, début août, etc., où il y a eu les premiers échanges, aujourd'hui, la question de la démission de Macron, avec notamment ce qu'a fait Bayrou, je veux dire le truc de pas avoir attendu spécialement le vote du budget, etc., fait que ça accélère en fait, qu'il amène d'une certaine manière dans sa chute le fait que derrière les gens se penchent sur Macron, parce qu'on n'a même pas encore lutté, et Bayrou il est déjà pas là, les gens ils ont même pas encore commencé, donc ils vont lutter. Maintenant ils vont cibler qui? Parce que même Emmanuel Macron dit que c'est pas, même si l'Élysée explique que dans les prochains jours il y aura un Premier ministre, il y a aussi des journalistes proches de l'Élysée qui disent que Emmanuel Macron il fait son discours sur la reconnaissance de la Palestine le 22 septembre prochain, et qu'apparemment il attendrait quoi qu'il arrive le 22 septembre prochain pour annoncer. Voilà, ça reste des mais. On a vu, par exemple, pour les JO, il avait agi de cette manière-là. Il avait mis énormément de temps avant de désigner un gouvernement. Moi, j'ai envie de dire que tout ça ne va faire que créer de l'instabilité et participer à ça. Et je pense que la dernière chose que je voulais dire, et qui est pour moi la plus importante, à celles et ceux qui se posent la question de Macron démission et qu'est-ce qui arriverait derrière, les amis, il faut juste se rendre compte qu'on est la 6e ou la 7e puissance mondiale. Mais au-delà du rang de puissance mondiale qu'on est, les amis, la France, l'impérialisme français, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour la première fois de son histoire, qu'un président de la République tombe à l'issue de mobilisation, etc., par l'incapacité. Vous savez, il y a même des spécialistes qui disent que même si Macron il tombe, c'est même pas sûr que derrière, s'il y avait un nouveau président ou quoi que ce soit, en fait, il tomberait pas dans les mois et avant même de pouvoir aboutir, parce que en fait, c'est tellement structurel, c'est-à-dire que il y a un compromis, comme on disait, entre comment en fait on va chercher des recettes
en espérant que le prolétariat bouge pas, quoi, que les gens ils disent c'est ça leur espoir. Moi je pense que l'espoir profond c'était que Bayrou, quand il a fait sa chaîne YouTube et tout comme on a dit, il s'est dit qu'on allait se dire ah oui allez 2 jours fériés, allez c'est pas grave. Ou bien comme la patronne, peut-être on peut trouver cette vidéo là de la patronne qui a hérité de la fortune de son père qui pèse 700 millions et qui t'explique entre guillemets qu'il faut moins utiliser le robinet, que les arrêts maladie, si t'es malade, ben au final tu continues, tu vas travailler. Moi je pense qu'il y a sincèrement une partie de la bourgeoisie. Ça. Voilà, je finis ma phrase et on peut mettre ça. Mais pour dire qu'il y a un secteur de la bourgeoisie qui espère ça, qui pense que dans ce qu'ils réclament, c'est rien du tout en fait, et que vous, bande de salauds de prolos, vous allez pas nous faire chier pour 2 jours fériés en moins et un petit jour de carence ou 2, etc., etc. Et ils ont tout le mal du monde. Et moi, je vous le dis, les amis, si Emmanuel Macron tombe, mais on est dans une... c'est la 4e dimension. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte. Je veux dire, tous les JT du monde s'arrêtent. Il y a plus, ça parle plus de rien d'autre que de ce qui est en train de se passer en France. Parce que qui dit démission de Macron dit un niveau de crainte et de crise politique dans l'ensemble des puissances occidentales, et notamment nos voisins anglais, allemands, belges, etc., où les gens ils vont se dire attends, si au final c'est en train de se passer ça en France, peut-être nous aussi il faut qu'on commence à sortir. Regardez juste l'impact des gilets jaunes, hein. Les gilets jaunes, quand ça a démarré, moi j'aurais pas mis un copec que Bouteflika se retrouve à sauter. J'aurais pas mis un copec ce qu'on voit les scènes à Hong Kong, au Chili, en Équateur, etc., etc. Enfin, je veux dire, la lutte de classe en France, elle crée systématiquement des étincelles en dehors de l'Hexagone. Alors, des idées qui me sont venues. Allez, au lieu de prendre un VSL, je me fais accompagner par mon fils à l'hôpital. Au lieu de prendre une semaine de maladie un peu confortable, je n'en prends pas. Elle pèse 700 millions. 700 millions. Faire un peu durer mon chômage, je reprends mon boulot un peu plus vite. Au lieu d'embaucher un salarié dans une mairie ou de remplacer un salarié qui s'en va, je ne remplace pas. Et ainsi de suite. 1000 exemples. J'aimerais, si j'en avais le pouvoir, ce que ça serait beau, que chacun des Français dise moi, je m'engage à faire 5% d'économie sur ce que je touche. Quel foutage de gueule déjà, l'histoire des 5%, des gens qui fraudent le fisc, qui vont acheter des tableaux de maître, etc., vont acheter je sais quoi pour essayer d'esquiver, ont les experts des experts comptables pour essayer de lâcher le moins possible. Mais ce qui est fou, c'est quand même le mépris de classe. Non, ce qui est fou, de classe, c'est qu'elle pense qu'en fait tout ça, c'est vraiment qu'il n'y a que des profiteurs, quoi. C'est-à-dire l'arrêt maladie, c'est confortable. Même la mairie, s'il y a un poste en moins, tu vois, genre pour elle, aller en mairie, ça n'a aucune utilité. Tu vas travailler en mairie, je sais pas moi, être assistant d'éducation, être aux côtés des enfants handicapés, autistes, etc., dans les maternelles. Pour elle, tu vois, c'est incroyable, quoi. Non, en vrai, si on est honnête 2 minutes, ce qui est le plus fou, c'est sa skincare routine à 81 ans, puisque la meuf a une peau de bébé. C'est incroyable. Tu sens qu'elle a... Ça va, tu vois, genre elle est vraiment en forme. Elle fait pas 80 piges. Elle fait pas 80 piges. 63, 64. C'est ça. Elle est bien. Tu sens qu'elle a pompé le travail de milliers de... 20 bonnes années devant elle. De milliers de travailleurs pour c'est survivre. C'est ça qui est fou, hein. C'est que les bourgeois, vraiment, ils crèvent jamais. Hein. Putain, c'est fou. Hein. C'est rare. Hein. C'est rare qu'ils crèvent. Elle est bien. Mais on lui souhaite de... Voilà, quoi. On va pas lui souhaiter de crever, mais bon, en tout cas, c'est crever, peut-être... ça économisera un billet aussi pour la tête de l'État. Non, mais en tout cas, le truc que je voulais dire sur la question un peu de la question de la démission de Macron et de la dynamique, je partageais beaucoup ce que tu disais, c'est-à-dire il faut pas penser les choses de façon statique. Penser que d'une certaine manière, si Macron chutait, on aurait la même situation que maintenant, mais juste avec plus Macron au pouvoir, les mêmes rapports de force, etc. Mais par contre, la question, c'est aussi de quelle manière il chute, quoi.
Et je pense que ça rejoint la question de la mobilisation et du 10 septembre. C'est-à-dire que, effectivement, c'est pas pareil une démission qui est imposée par la bourgeoisie par en haut de manière préventive, de la même manière que la chute de Bayrou, d'une certaine manière, en dernière instance, c'est une chute préventive. C'est pas pareil ça que une chute sur la base d'une mobilisation de masse avec des AG partout en France, avec des secteurs en grève reconductible, avec pas de solution immédiate, etc. Et ça, effectivement, ça les terrifie. Faut savoir quand même que même une démission à froid, ça les terrifie. Par exemple, Sarkozy, dans les interviews qu'il donne, Alain Duhamel, il y a beaucoup d'interviews en ce moment sur la crise de régime, ils disent il peut se passer plein de choses, dissolution, mais ce qui ne peut pas se passer, c'est la démission de Macron. Parce que si tu fais démissionner un président aujourd'hui, ça veut dire que le président de demain, dès qu'il va lui arriver une merde, les gens vont poser la question de sa démission. Ça va devenir un truc normal. Or, c'est une anomalie que même l'idée de la démission du président, elle se pose dans la Ve République. Bon, on peut parler de Gaulle qui a quitté le pouvoir après le référendum en 69, mais qui était un truc très particulier. Mais sinon, le président, c'est la clé de voûte du régime. C'est le truc qu'il ne faut pas ébranler. Et ils ont très peur de ça. Et donc, je pense que la démission de Macron, ça ne suffit pas. Il faut discuter qu'est-ce qu'on fait après, comment on le fait démissionner, pour faire quoi, etc. On va en parler. Mais il ne faut pas minimiser en pensant que ce serait rien, ce serait juste une soupape de sécurité. Ce serait une victoire immense du mouvement de masse. Et c'est pour ça que ce mot d'ordre, tout en étant effectivement anticapitaliste, communiste, révolutionnaire, en pensant que Macron, s'il disparaît, il y a quelqu'un qui prendra sa place. Et c'est le patronat qui possède le vrai pouvoir dans ce pays, le contrôle sur les moyens de production. C'est pas anodin que le président d'une république présidentialiste démissionne sous le coup de la lutte de classe. Et je vous propose qu'on rentre direct un petit peu dans tout ça, Juste pour terminer là-dessus, je pense qu'il ne faut pas aussi être timide sur le fait de réfléchir. Nous, on appelle ça le programme radical, notamment contre la Ve République, la figure présidentielle, etc. Mais la vérité, c'est que dans la bourgeoisie, ils réfléchissent. Alors, il y en a qui pensent que la Ve République, il ne faut pas changer, etc. Et qu'elle a toujours su, au final, renaître de ses cendres, entre guillemets, qu'elle a toujours, peu importe les crises, etc., elle a toujours réussi à s'en sortir. Mais il y en a d'autres qui... l'ancien ministre écolo là, de Sarkozy, j'ai oublié son... Jean-Louis Borloo, par exemple, il évoque la question d'un sorte de fédéralisme français, etc., de sortir du principe de la centralité de l'État, de laisser plus de pouvoir aux régions, etc., qu'en gros, chaque région, elle gère un peu son bail. Si tu as une région RN, elle gère son bail. Si c'est une région PS ou quoi que ce soit, vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je pense que plus la crise va être aiguë, si on rentre dans une phase de lutte de classe importante, qu'à un moment donné, ils ne voient plus les solutions réelles autour de la Ve République qui peut permettre de sortir du truc, inévitablement, à gauche comme à droite, va y avoir une réflexion à essayer de penser d'autres choses pour essayer de... Ouais, après, là, je veux pas spoiler, mais si la Ve République s'effondre, le plus probable, c'est pas qu'il y ait une fédération de régions, mais c'est plutôt un régime encore pire, ou alors une espèce de Ve République qui commence à... Ou alors tout simplement que je sais pas, qui gouverne par l'état d'urgence en permanence. On a beaucoup parlé de la question des pouvoirs d'exception, de la possibilité d'activer l'article 16 de la Constitution pour en fait tout simplement se doter des pleins pouvoirs. Donc je pense que c'est plutôt vers ça qu'on va aller, mais effectivement ça inquiète la bourgeoisie et il y a un saut quand même dans ça. Si vous lisez un peu ce qu'écrivent les éditorialistes, etc. Ils sont vraiment inquiets parce que tout le monde voit qu'il peut y avoir un prochain gouvernement. D'ailleurs, en vrai, par rapport à ce qu'on disait avant, mais là, le scénario, c'est plutôt de nommer un gouvernement très vite, parce qu'ils ne veulent pas que la question de la démission de Macron soit posée trop fortement par le mouvement social le 10 et le 18 septembre. Mais évidemment, ils savent que la solution, elle ne sera pas durable. Peut-être qu'ils vont passer un budget, mais le prochain va sauter. Je veux dire, ils sont inquiets et ils ne savent pas si même une nouvelle présidentielle suffira à résoudre le problème.